Ok, Lucie, je te propose de faire une expérience ensemble. Toi, tu es une experte dans tout ce qui est rédaction web, écriture digitale. Tu as formé plus de 4000 élèves dans ton organisme de formation. Est-ce que tu peux m'apprendre 5 choses que je ne connais pas sur la rédaction web? On va voir si tu arrives à me challenger et à me pousser dans mes retranchements. D'accord. Alors, est-ce que tu connais les 3 piliers du SEO? Nous, c'est Clem et Mumu du blog et de la chaîne YouTube Voyage en roue libre. On aide les créateurs à se lancer en indépendant et à vivre confortablement de leur activité sans stress, et ça de n'importe où dans le monde. Puisque nous sommes nous-mêmes digital nomades et freelance en création, abonne-toi pour devenir un créateur nomade. Avant de commencer, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu es vraiment fait pour être freelance? Et surtout, quel est ton profil de freelance? Parce que ça va tout changer dans ta façon de bosser et de trouver des clients qui te plaisent. Je te propose de faire le quiz tout de suite et on t'enverra un plan d'action personnalisé selon tes résultats. C'est gratuit, clique là. 3 piliers du SEO. Ah, c'est une question vague là. Donc, le premier pilier, ça serait la technique. Donc, c'est-à-dire, est-ce que mon site est suffisamment performant en termes de vitesse, en termes de structure? Est-ce que les articles ont les bons H1, H2 de structurer? La deuxième, c'est la qualité du contenu. Donc, de se positionner sur l'utilisateur, la question qui se pose, donc d'avoir le bon champ sémantique. Et le troisième, parce que c'est la structure de l'article en tant que tel, sur la façon dont je le construis. L'expérience utilisateur, on va dire, du lecteur. C'est-à-dire ajouter une vidéo s'il faut, une visualisation, etc. Est-ce que je me suis pas trop perdue? Alors, t'en as eu 2. T'as eu le contenu, la technique, 2. Et le troisième, c'est l'autorité, les backlinks. Ah oui. Qui tourne autour de tout ce qui est à l'extérieur du site et qui renvoie vers lui. C'est vrai que des fois, quand on te pose la question à l'envers, c'est... Mais oui, effectivement. Ok, on va dire que j'ai 2 points sur 3. Voilà. Alors après, une autre question. Justement, tu parlais de balisage HTML, H1, H2, H3. Quelle est la structure idéale d'un article de blog avec title H1, H2, H3, H4, H5? Voilà. Alors la structure, ça serait d'avoir le title et le H1. Il y en a un unique par page. Après, en H2, c'est les grandes sections. Si jamais mon H2, il y a trop de contenu dedans et plusieurs points, je mets des H3 et je m'arrête là. À moins que ce soit vraiment un article de 75. Comment tu sais ça? Est-ce que tu aurais lu le guide du rédacteur web freelance par Lucie Rondelet? Non, t'as fait une masterclass pour nos élèves, puis je me suis informée. Oui. Ah mais c'est bien, t'as bien retenu. Ok. Alors, est-ce que tu penses que... Bon, je t'aurais bien posé une question, mais on a fait l'interview juste avant, donc... Est-ce que tu penses, mais tu as la réponse, mais que... en SEO, en référencement naturel, est-ce qu'on écrit en priorité pour les robots des moteurs de recherche ou est-ce qu'on écrit en priorité pour les lecteurs? T'écris pour un lecteur. Le truc que je fais, c'est que quand j'écris un article, j'ai toujours une personne en tête que je connais et que j'ai envie d'aider pour pouvoir faciliter l'écriture, parce que comme ça je sais que la personne, si j'arrive à lui expliquer, c'est que j'ai réussi ma mission. Sinon ça veut dire que l'article il va pas aider une personne. Et l'avantage c'est que quand tu écris bien pour un utilisateur, il va t'envoyer un email en mode « Ah, j'ai adoré ton blog, il m'a apporté quelque chose de nouveau ». Donc oui, on écrit à 2000% pour un utilisateur, puisque l'objectif ultime de Google c'est de plaire à l'utilisateur. C'est ça. Et alors, est-ce que tu peux m'expliquer quand même à quoi sert une structure? Donc on venait de parler de title H1, H2, H3. Alors ça sert je pense à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est l'expérience utilisateur pour que la personne puisse voir si l'article l'intéresse et l'aider à structurer sa pensée, en tout cas. Et la deuxième chose, je pense que c'est justement pour Google, au moment où ça crawl les sites, pour l'aider à comprendre comment se structure un article. Exactement. Le H, c'est le H de hiérarchie. Donc H1, hiérarchie 1. Le H1 va être très important pour faire comprendre à Google avec le title de quoi il s'agit. Et les H2 vont être les sous-titres. On imagine qu'on retire les paragraphes, on les efface quand on voit une structure. C'est globalement title H1, H2, c'est ce que va voir, entre guillemets, donc crawler, comme a dit Clem, c'est ce qui va être scanné dans un langage plus vulgarisé. Les robots vont scanner cette structure et ça va leur permettre de voir de quoi il s'agit, de quoi parle l'article. Et à quoi ça leur sert de savoir de quoi parle l'article? Eh bien, à bien le positionner, à bien le ranger, exactement comme on pourrait le faire dans une table des matières ou dans une bibliothèque, le mettre au bon endroit pour que les gens le trouvent. Si vous ne faites pas une structure solide et logique, eh bien, ça va être beaucoup plus lent, beaucoup plus compliqué pour les robots de comprendre de quoi il s'agit. On écrit pour les lecteurs, on balise pour les robots. Voilà, c'est beau ça.
Ça va être ta tagline de... Après la permaculture du web, t'as vu? Je vais republier en te citant sur LinkedIn. Ah, merci. Voilà. Le SEO, c'est la permaculture du web. Trop bien. Ok, essaye de me piéger là sur la prochaine question. Alors, essayez de te piéger. Peut-on faire du copywriting éthique? Je pense que oui. Ok. On va partir sur le débat du copywriting, c'est intéressant. L'objectif du copywriting pour les personnes qui ne connaissent pas le mot, c'est faire de la persuasion. Donc d'aider une personne à prendre une décision. Donc la question c'est, est-ce que la persuasion, c'est éthique? Déjà, de base. Donc pour moi, la persuasion, elle est éthique si l'objectif c'est d'aider la personne à faire quelque chose qui va l'aider. Si tu fais de la persuasion pour emmener quelqu'un vers quelque chose qui est néfaste pour elle, là on n'est pas éthique. Ensuite, il y a des techniques de copywriting. Faut pas non plus être Machiavel en se disant la fin justifie les moyens. Donc faut savoir doser, je pense, dans le copywriting pour justement aider les personnes à prendre les décisions qui conviennent à leurs besoins et justement pas les pousser à surconsommer si c'est pas fait pour elles. Voilà ce que je pense du copywriting éthique. Complètement, et c'est vrai que le mot manipulation a une connotation négative dans la plupart des cas. Sauf que, par exemple, quand on a un ami qui a des problèmes au foie et qui continue de boire, par exemple, et qu'on va tout faire pour essayer de le convaincre d'aller se faire soigner ou d'arrêter de boire, ou qu'on va cacher les bouteilles, voilà. Et ben ça, c'est de la manipulation, mais c'est de la manipulation positive. On peut aussi manipuler quelqu'un dans le sens de lui vendre un produit qui va l'aider à aller beaucoup plus loin. On peut avoir quelqu'un qui s'ennuie profondément dans son métier, voir que cette personne manque de confiance en elle et pourtant pourrait s'épanouir en faisant ci ou ça, et on va essayer de la diriger en discutant, de manipuler, même parfois inconsciemment. Après coup, on quitte l'ami, on se dit « Oh mais en fait j'ai tenté de l'influencer, c'est mal, c'est mal ». Ben non, en fait c'est pas forcément mal, on a tous une influence les uns sur les autres au quotidien, et cette influence positive et cette manipulation positive, on peut l'avoir dans une sorte de copywriting éthique et bienveillant. Bah en fait, tu es tout le temps en train d'essayer de persuader quelqu'un en face de toi. Hein. Lucie, elle en mode... J'essaie simplement de faire la publicité pour mon livre qui va vous changer la vie de manière positive. Au moins, c'est parfait. C'est assumé. 35 €. C'est assumé. On vous met le lien dans la description. Non mais c'est intéressant parce que en fait c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Tu sais, j'ai un enfant de 18 mois, bah c'est sûr qu'il y a des choses qu'il faut que je lui fasse faire, comme se brosser les dents, prendre son bain et tout. Faut trouver des arguments pour l'emmener vers le bain. Parce que t'as pas envie que ça se passe dans la colère non plus et qu'il ait envie de le faire. Donc c'est aussi comment tu le fais au quotidien de manière à influencer de manière positive les choses. Et justement, voilà, je pars dans le psychologique, mais comment tu fais pour ne pas avoir l'effet où... les choses doivent être comme ça, et du coup je vais pas essayer d'aider la personne à comprendre pourquoi les choses vont se faire de cette manière. Et donc d'arriver dans un conflit qui sert à rien. Prenons l'exemple de l'enfant. T'es frustré parce que tu veux qu'il aille au bain maintenant, et l'enfant il est frustré parce que lui il était dans son action en train de jouer et de construire sa maison, il était dans son imaginaire, puis t'arrives, tu le prends, poum, ça marche pas. Alors que si tu fais ton copywriting éthique, que tu t'assois à côté de lui, que tu lui expliques qu'il va aller jouer avec ses petits bateaux et tout, bah ça se fait dans la joie et la bonne humeur. Et c'est le principe de l'inbound marketing, qui est une autre de mes centres d'intérêt. L'inbound marketing, c'est apporter de la valeur et de l'information pour que naturellement les gens qui en ont besoin et envie s'approchent de toi et de ton produit parce que c'est un produit qui leur correspondait. Exactement. C'est vachement plus agréable dans ce sens-là que d'aller prospecter et de mettre des prospectus partout, quoi. Ça évite le SAV et ça fait que généralement on a des clients qui sont beaucoup plus contents et qui se plaignent moins sur les réseaux sociaux, surtout que nous on a un public qui est très présent sur les réseaux sociaux, donc s'ils sont pas contents, on le saurait. Donc pour éviter qu'ils soient pas contents, mais on leur vend pas des trucs qui leur correspondent pas parce que voilà. Donc moi je communique sur cette histoire d'outils SEO et tout au maximum pour qu'il n'y ait pas de déception et tout ça. Ce petit point sur les outils, je vous invite à aller voir l'interview qu'on a fait avec Lucie juste avant. Ok, du coup je crois qu'on a fait 4 questions, il en resterait une pour essayer de me piéger là. Une question que seuls tes élèves de niveau de fin de cursus pourraient peut-être répondre. Comment tu utilises la Search Console pour l'optimisation ? Ça, je le donne à Camille. Ok. Parce que Camille, c'est une de tes élèves de chez nous. C'est ce que j'allais dire, du coup, Camille, c'est une de tes élèves qui écrit pour plusieurs de nos blogs maintenant, parce qu'on en a 4. Et du coup, je vais dans la console. Donc déjà, je connecte la console Search Console à mon site. Si je me trompe pas, ça peut se faire de 2 manières différentes. Une via Google Analytics et une directement via la Google Search Console. Ensuite, je crois que dans Google Analytics, tu peux intégrer les requêtes qui sont associées à la recherche
sur laquelle on arrive sur ton article. Du coup, ça veut dire que si une personne a tapé, par exemple, il va voir notre article sur les 49 métiers pour digital nomade, quel est les mots-clés qu'il a tapé, en tout cas les requêtes qu'il a tapées pour y arriver. Et donc là, je serais capable de voir s'il y a eu des requêtes que je pourrais travailler autrement. Après, la Google Search Console, elle me permet de voir aussi si j'ai des problèmes avec des pages. Par exemple, j'ai des erreurs 404 qui sont arrivées sur le site, comment je les répare. Voilà, ça ce serait l'usage basique que je ferais de la Search Console, mais après il y a peut-être d'autres choses qu'on peut trouver dedans. Oui, alors là ça mériterait un cours de 2 heures, hein, mais tu peux trier par les pages les plus vues en fonction des nombres des requêtes qui ont été tapées. Par exemple, des fois on est très surpris de voir que c'est une page qui remonte dans les résultats de Google, qui est pas très intéressante, et en fait on va voir que c'est une requête clé qu'on n'avait pas décidé de travailler, qui finalement est très présente sur cet article-là. Alors on va essayer de vraiment tout analyser, regarder les pages, essayer de comprendre pourquoi telle page est ressortie, et puis s'il y a une page qui marche pas par exemple, on va pouvoir aller cliquer dessus, voir les mots-clés qui ont été tapés pour arriver dessus, et si par exemple le mot-clé, la requête principale qu'on avait travaillée n'est pas tapé pour arriver sur cette page, on va essayer de retravailler l'article pour essayer de faire en sorte que les internautes arrivent sur cette page, puisqu'on avait fait en sorte d'avoir du bon contenu pour qu'ils arrivent là. C'est dommage qu'ils n'aient pas accès à ce contenu. Donc on va retoucher. Donc nous, en rédaction web, on va avoir une page Search Console ouverte avec le WordPress par exemple, le CMS du client. Et puis on va aller regarder quelles sont les pages qui seraient intéressantes de retoucher. Donc tac, on va sur le site du client, on va retoucher le contenu rédactionnel, on va republier. Et puis on va se noter de mettre une alarme une semaine après, de voir si les robots de Google sont repassés sur le site et si ils ont changé le positionnement de la page. Et donc on va pouvoir faire un suivi comme ça et retoucher les anciens articles, et c'est là que c'est génial. La Search Console, c'est que si tu as un site internet que tu as depuis 10 ans qui est très mal référencé, avec la Search Console, tu peux faire remonter des anciens articles et utiliser du contenu déjà existant pour le faire remonter dans les résultats de Google. Et est-ce que, par exemple, si tu te rends compte que ton article, il fonctionne vachement bien avec une requête en particulier, qui n'existerait pas déjà sur ton site, est-ce que ce serait une mauvaise idée de changer son titre à l'article et son title? Par exemple, tu as voulu faire un article sur les patates en Thaïlande, voilà. Et en fait, on tombe sur ton article parce qu'il a bien fonctionné, au lieu des patates, c'est la purée ou le... peu importe. Et du coup, tu vois que les gens ont plutôt tapé purée que patate. Est-ce que tu aurais tendance à changer le titre de l'article ou pas? Non, on ne change pas une équipe qui gagne, et donc je confirme. On range dans la Search Console par ceux qui sont les moins vus, et on va essayer de retoucher en priorité ceux qui ont du potentiel pour essayer de gagner, parce que si tu passes à chaque fois de, j'en sais rien moi, 3 visites par mois, tu retouches l'article et tu passes à 50 visites par mois. Et tu fais ça sur 100 pages. Bah, ton trafic quotidien, il augmente de façon considérable. Alors que ton article sur les patates en Thaïlande, t'as changé le titre et t'es peut-être passé de 300 à 310 visites dans le mois. Ou alors, pire, comme t'as changé le titre, ça y est, tu perds tout ton trafic. Donc non. Ok. Merci. Moi, c'est des petites questions où on ne touche pas à ce qui marche en SEO. Toi, par exemple, notre article 49 métiers, on a plus de métiers qu'on va ajouter dedans. Il ne faudrait pas le toucher parce que c'est un de nos meilleurs articles, par exemple. Si c'est juste pour changer et le passer en 72 métiers, c'est pas risqué. Si tu apportes du contenu nouveau, que tu complètes, tu prends pas trop de risques normalement. Après là, effectivement, c'est changer le titre. De passer de 49 à 72, je sais pas si c'est très dangereux. Ce qu'il ne faut jamais faire, c'est modifier une URL. Justement, tu parles de changer d'URL, tu veux changer le nom de ton site. Est-ce que c'est vraiment quelque chose où tu vis avec pendant des années, ou tu fais ce changement de site? Le mieux, c'est de lâcher prise et de se dire qu'on accepte le nom du site qu'on a choisi. Nous, on l'a changé 3 fois, mais là, on arrête. Bon, après, on n'avait pas de visite au début. Hein. C'était un projet qui a évolué et on l'a changé. Dans un site qui tourne, il faut vraiment éviter de changer de nom. Génial, Lucie, merci pour tous ces apprentissages. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? Puisque justement, il y a peut-être des personnes qui ont envie de développer leurs compétences en rédaction web. Est-ce que tu accompagnes des personnes aussi qui ont des blogs? Par exemple, un entrepreneur qui a envie de créer son blog, mais qui ne veut pas être
rédacteur web mais qui veut développer déjà ces compétences-là, puis peut-être qu'il le délèguera et qui a envie d'apprendre à améliorer son blog. On peut faire de l'accompagnement personnalisé. Après, se former à la rédaction web, c'est vraiment la base du marketing et il y a plein de gens qui ont réussi leur site internet et tout parce qu'ils s'étaient formés à ça. On a plein d'anciens élèves qui ont lancé vraiment leur business en ligne grâce à ça. Donc quoi qu'il en soit, même s'ils regardent pas les modules sur le freelancing, c'est quand même génial. Et on a aussi une offre qui est finançable par le Pôle emploi, certainement bientôt le CPF et par les OPCO. C'est une formation qui s'appelle Sumo, qui est certifiante en plus, si jamais un jour vous voulez vous reconvertir. Et cette formation-là, vous êtes accompagné par un tuteur pour agir et faire tous les exercices sur le site internet que vous voulez. Donc si y a un entrepreneur qui veut travailler sur son site, il peut se faire financer la formation et en même temps travailler sur son propre site en étant accompagné par notre équipe. Donc c'est génial, quoi. Trop bien. Voilà. Et après, non, on peut vous proposer un petit accompagnement sous forme de coaching. Moi, j'ai de plus en plus envie d'y revenir un petit peu, d'accompagner les entrepreneurs, donc n'hésitez pas à m'écrire au cas où. Et sinon, donc on peut me retrouver sur YouTube, Lucie Rondelet, il y a des centaines de vidéos, des tutos, des choses, voilà. Formation-rédaction-web.com, c'est notre site avec toutes les formules que vous pourrez trouver. On a les livres, sur le copywriting responsable, sur la rédaction web, un carnet de rédaction web fait avec une magnifique illustratrice très créatif. Donc j'écris des livres et cellesquiosent.com. Génial, merci Lucie. On te retrouve partout. Et donc, si la rédaction web c'est un sujet qui vous intéresse pour vous reconvertir ou pour améliorer vos compétences, on vous invite à aller voir le site de Lucie. Et merci Lucie d'avoir fait ce premier test de concept ensemble. J'ai trouvé ça très sympa parce qu'on a pu creuser sur des sujets qui sont importants sur la rédaction web. Donc un gros merci d'avoir été notre cobaye. Merci beaucoup à toi pour l'invite, c'était très chouette, comme d'habitude. Merci. Si toi aussi tu as envie de te lancer en freelance, on a créé un quiz pour toi pour déterminer ton profil de freelance et en fonction de tes réponses, on va t'envoyer un plan d'action personnalisé. Ça te permettra de te démarquer face à la concurrence et à l'IA. T'attireras aussi des clients en accord avec tes valeurs pour bosser sur des projets que tu kiffes. Je te mets le lien dans la description.